Et merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. C'est l'heure de votre grand angle. On vous emmène ce soir à la découverte du ciel et de l'espace, de leurs mystères, mais aussi des spectacles magiques qu'ils nous offrent. Et une chose est sûre, il s'en passe des choses du côté du ciel en ce moment. Et pour cette allée simple vers l'espace, aux commandes ce soir, un invité de choix à nos côtés, l'astrophysicien David Elbaz. Bonsoir David Elbaz, vous êtes astrophysicien, donc, mais également directeur de la rédaction du journal Astronomie et Astrophysique. Et puis, on vous invite également parce que vous venez de sortir cette bande dessinée qui s'appelle Alma et qui parle justement de votre métier, de votre passion. C'est une bande dessinée qui s'appelle Alma, voyage initiatique d'un astronome en terre Inca. Elle sort ce mois-ci. Parler de l'origine des galaxies en bande dessinée, j'imagine que c'est un sacré défi. Il faut réussir à synthétiser et à vulgariser vos savoirs et vos connaissances avec peu de texte et en dessin. Oui, en même temps, le ciel, ça nous émerveille de plus en plus. Et là, c'est aussi la rencontre entre deux regards. Alma, ça veut dire âme en espagnol. Et c'est le nom que donnent aussi les Indiens qui vivent dans les Andes, certaines nuages dans lesquels neigent des étoiles et des planètes. Et donc, c'est la rencontre d'un astronome avec un chaman, un chef de communauté indienne. Ces deux regards qui pourraient peut-être toucher un peu plus les gens parce qu'ils vont retrouver des questions qu'on se pose sur nos origines. Ouais, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Il faut dire que Alma, c'est également le nom du plus grand observatoire astronomique du monde qui se trouve dans le désert d'Atacama au Chili, où se passe l'action de cette bande dessinée. Dans le livre, vous dites que l'ALMA, donc ce télescope, c'est un télescope rêvé, car c'est pour vous une machine à remonter le temps. J'ai adoré cette formulation. Oui, c'est ça. C'est le télescope qu'on attendait depuis longtemps. On a combiné 64 antennes à 5000 mètres d'altitude, là où le ciel est le plus pur. Non, on voit actuellement les photos. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme... Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que si on était là-bas, on verrait les étoiles à l'horizon. Et moi, j'ai même eu peur de ne plus pouvoir respirer. J'avais l'impression que je flottais dans l'espace. C'est un ciel d'une pureté extraordinaire et on a le plus puissant télescope du monde qui voit la naissance de planètes comme la Terre, qui voit la naissance d'étoiles et qui remonte dans le passé. Le désert de l'Atacama au Chili, j'ai eu la chance de m'y rendre. Le ciel, on a l'impression que on a la Voie lactée au-dessus de nos yeux. C'est le ciel le plus pur du monde, c'est ça? Alors c'est le ciel le plus pur du monde, exactement. C'est parce que c'est l'air le plus sec. Il y a très peu d'eau, très peu d'humidité dans l'atmosphère. C'est ça qui rend les images floues. Alors oui, vous avez vu le plus beau ciel qu'on peut voir de Terre. Non, j'ai eu de la chance. Alors, puis j'invite tout le monde à y aller. Comme vous dites dans la BD, ce site de Alma, c'est vrai qu'il a été piraté par des pirates informatiques? Oui. Alors oui, on en parle dans le livre, mais comme les gens ont dû entendre dire que ça coûtait de l'argent de fabriquer ça, ils se sont dit on va demander une rançon. Alors qu'en réalité, ça demandait de l'argent, des salaires des gens, de fabriquer les antennes, etc. Heureusement, ça a été arrêté à temps, mais on a perdu 6 mois d'observation avec le télescope. Oui. Impressionnant. Le désert d'Atacama, d'ailleurs, il faut le savoir, hein, c'est l'endroit où la NASA s'entraîne, car là, en fait, la surface du sol, ça ressemble vraiment à celui de la Lune. Exactement. Et même de Mars, en fait. Et d'ailleurs, de la Lune et de Mars. Et de la Lune et de Mars, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez vous demander, imaginez que vous mettez une sonde pour voir s'il y a de la vie sur Mars ou sur la Lune, et donc vous creusez dans le sol et vous cherchez les traces de vie. Alors ils se sont dit on va tester ça sur le désert d'Atacama. Ils ont creusé, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ça veut dire que si on envoyait une sonde et qu'on ne voyait pas de vie sur Mars, ça ne voudrait rien dire, puisqu'il y a de la vie sur Terre, ils n'ont pas vu là-bas. Donc il faut faire attention aux conditions dans certaines régions qui sont parfois tellement désertiques qu'il n'y a rien, pas une trace de vie. David Elbaz, dans la BD, vous dites qu'un jour, il pourrait y avoir 2 lunes dans le ciel. Expliquez-nous. Il pourrait y avoir... en fait, la Lune, c'est un astre qui est tombé, qui a été formé lorsqu'il y a une collision d'un autre astre avec la Terre. Et les lunes, en fait, peuvent se former comme ça à n'importe quel moment. D'ailleurs, on pense que des lunes ont été formées autour d'autres planètes et parfois échouent et ça laisse des petits disques de poussière autour des planètes. On pense même qu'autour de la Terre, il y a eu 500 millions d'années, il y avait un petit disque de poussière autour de la Terre. On a découvert ça récemment. Ça vous a étonné d'ailleurs, cette découverte de ce disque, cet anneau autour de la Terre, un peu comme Saturne? Oui, alors oui, parce que en fait, on s'amuse, on se dit ça tourne pas rond, et puis on pense voilà, c'est magnifique anneau. Alors on a découvert les anneaux de Saturne en premier, Galilée les a vus. D'ailleurs à un moment donné, quand ils étaient par la tranche, on les voyait plus. Il s'est dit Saturne a mangé ses enfants, il avait disparu. Puis après on a vu Jupiter en a, Neptune en a. On s'est dit c'est des planètes géantes. Alors pourquoi la Terre en aurait? En fait, parce qu'effectivement, s'il y a des collisions d'astres, ça peut en laisser. Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a presque 500 millions d'années. C'est composé de quoi ces Alors anneaux? c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est essentiellement de la glace, un peu de poussière. Et si on regarde la glace de ces anneaux ou même des comètes, c'est la même composition que nous. La différence qu'il y a entre nous et une comète, vous savez ce que c'est? C'est qu'on n'est pas rangé dans le même ordre.
Nous, nos atomes, ils sont rangés dans un ADN, dans des cellules, etc. Mais si vous les mettez dans le désordre, vous faites une comète. Il n'y a pas une grande différence entre nous et une comète. Et alors pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'anneaux autour de la Terre? Parce qu'en fait, ça ne survit pas longtemps, c'est pas très stable. Et puis, il faut savoir qu'une planète, c'est un astre qui mange tous les petits grains de poussière qui sont sur son orbite et puis qui la font croître. La Terre est née de l'accumulation de ces petits grains de poussière. Je voulais qu'on commente ensemble, David Elbaz, une superbe image de ces derniers jours, parce qu'il se passe, je le disais, beaucoup de choses dans le ciel et dans l'espace en ce moment. Cette superbe éclipse de soleil, regardez avec un anneau de feu, c'était ce mercredi, ça a illuminé complètement la pointe sud de l'Amérique. Plusieurs pays donc sud-américains et des îles du Pacifique ont pu apercevoir la Lune passer devant l'étoile, formant ainsi un cercle de lumière. Alors là, c'est un spectacle tout simplement fabuleux. Alors c'est vrai qu'on a beau regarder l'univers le plus lointain, ça reste ce qu'il y a de plus fabuleux de voir une éclipse. Parce que là, on se rend compte qu'on voyage dans l'espace. Vous savez que pour les Chinois, lorsque la Lune mangeait la Lune, c'était comme si c'était le dragon qui mangeait le Soleil. Il fallait qu'il y ait des archers qui tirent sur le dragon, qu'on tape sur des tambours. Il fallait que ce soit prédit à l'avance. Et dans ce cas, c'était pas si néfaste. Mais ça reste ce qu'il y a de plus éblouissant, une éclipse. Oui. Je voulais qu'on commente ensemble une autre actualité, David Elbaz. Je l'ai lu tout à l'heure, 1 heure avant de préparer cette émission, donc c'est vraiment tout frais. Le télescope spatial James Webb a remarqué qu'il y avait du dioxyde de carbone et du peroxyde d'hydrogène à la surface de Charon. Alors je ne connaissais pas ce qu'était Charon. Charon, en fait, c'est la plus grande lune de Platon, hein, c'est bien cela. Pourquoi cette découverte, elle est très importante? Alors en fait, là, c'est tellement récent que les conséquences de cette découverte-là, moi-même, il faut que je discute avec mes collègues spécialistes. Je vous prends un petit peu au dépourvu, alors, c'est ça que je comprends. Mais ce qui est extraordinaire, ce que vous illustrez là, c'est quelque chose qui est très important. C'est que avec cette machine, le James Webb, on est en train d'explorer l'atmosphère des lunes de Pluton, d'autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On voit la météo de planètes qui tournent autour d'autres étoiles, on étudie leurs molécules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, à 15h34, il est possible qu'on soit capable de voir s'il y a de la vie ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on le saura, peut-être que ça sera dans 100 ans. Mais ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des instruments capables d'explorer l'univers avec une précision que jamais on n'avait eue. On vit une époque extraordinaire pour l'astronomie. Et la prochaine découverte que l'on attend avec impatience, laquelle est-ce? Alors, la prochaine découverte qu'on attend avec impatience sera une surprise. Même pour nous, c'est celle-là qu'on attend avec impatience, la surprise. Alors, à côté de ça, on a quand même des attentes. Le satellite Euclide, par exemple, va peut-être nous révéler le secret des composantes sombres de l'univers, qu'on appelle de la matière noire, de l'énergie noire. Mais ALMA, dont on parle dans le livre, a fait une découverte extraordinaire. Et c'est au cœur de l'histoire de la BD. Il a vu que, contrairement à ce qu'on pensait, nous ne vivons pas dans des îles qui flottent dans l'espace, les galaxies, mais que l'univers ressemble à notre cerveau. Et ça, on ne le savait pas avant. Non, parce qu'en fait, on ne savait pas que tout était interconnecté comme ça, c'est dans l'invisible. Il faut regarder dans l'invisible pour le voir. À titre personnel, votre découverte rêvée en tant qu'astrophysicien? Ma découverte rêvée en tant qu'astrophysicien, ça serait quand même, malgré tout, de voir de la vie ailleurs dans l'univers. De la vie ailleurs. Vous y croyez, au fond de vous? Alors voilà, on n'a pas de preuves, moi j'en ai la conviction. J'en ai la conviction parce que vous savez, quand on regarde l'histoire de l'univers, nous ce qu'on regarde c'est comme un livre d'histoire, on tourne les pages, on s'aperçoit que l'univers n'a cessé de créer des structures de plus en plus complexes et que nous, on s'inscrit dans une logique et j'ai du mal à imaginer que ce soit un cas unique. Je pense qu'il y a de la vie partout dans l'univers. Tout le monde ne dit pas ça, mais c'est ma conviction. Et ça peut être de la vie microscopique, en fait. Alors, on ne parle pas spécialement d'êtres humains comme nous. Voilà. Par contre, effectivement, quand on voit le nombre de hasards qui nous ont fait d'erreurs de copie du code génétique, la probabilité que ce soit des êtres comme nous, là, pour le coup, elle est voisine de 0. Et selon vous, la découverte qui changerait la face du monde et la connaissance de notre planète. Je m'explique. Est-ce qu'un jour, il pourrait y avoir un Big Bang, j'ai envie de dire, de découverte, qui remettrait tout à plat par rapport à ce qu'on sait de notre existence et de notre planète? Oui, alors je vais vous dire un truc. Il nous en arrive assez souvent. C'est étonnant. Hein. On pense qu'on est en train de vivre un nouveau Big Bang. Je reprends justement le terme que vous venez de dire là. Depuis toujours, les scientifiques voudraient voir le Big Bang qui s'est passé il y a 14 milliards d'années. Eh ben, on pense qu'il y en a un qui s'est passé il y a 6,5 milliards d'années et on est en plein dedans. Et il y a une source d'énergie invisible qui est là, qu'on essaie d'étudier. C'est quelque chose de complètement étonnant parce que ça veut dire que toutes nos théories n'expliquent pas ça. Et c'est, voilà. Donc, effectivement, on a des découvertes révolutionnaires qui arrivent très, très souvent. David Elbaz, comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de monde qui ont l'air de s'intéresser
au ciel, à l'espace. J'ai surveillé un peu les réseaux sociaux lors des récentes aurores boréales. J'avais l'impression qu'il y avait une nouvelle effervescence pour votre activité, votre métier. Oui, alors d'abord, premièrement, jamais on n'a fait autant de découvertes en si peu de temps dans toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est un. Deuxièmement, regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le monde, c'est traumatisant. Ça fait du bien. Les gens me disent que ça leur fait du bien de lire ça, d'écouter ce qu'on leur raconte, parce que ça parle de nous, de nos origines, ça nous ouvre l'esprit et on reprend un peu de recul par rapport au réchauffement climatique, par rapport à toutes ces problématiques. Et puis ça nous fait effectivement, comme vous dites, un petit peu rêver. Et puis on espère de nouvelles découvertes aussi qui nous donnent un petit peu de magie dans notre quotidien. Merci beaucoup David Elbaz. Je conseille vraiment cette BD. Alma, voyage initiatique d'un astronome en Terre Inca. C'est passionnant, on apprend beaucoup de choses au-delà de l'histoire globale. Il y a plein de petites anecdotes. Et puis... également, vous allez être sur scène à Paris, dans un seul en scène, dans les étoiles, ça s'appelle, ce sera au théâtre Gaîté Montparnasse. Je n'ai plus la date en tête, mais c'est le dimanche 10 novembre. Voilà, bientôt, et la BD, elle sort le 16 octobre. Voilà pour votre agenda, David Elbaz. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.